madame la députée. La parole est à madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP. Vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, il n'y a pas monsieur le rapporteur, non, voilà, non, très bien, chers collègues. Après plus de 9 mois d'examen, nous arrivons ce matin au terme de la procédure parlementaire avec un dernier examen du projet de loi relatif à la consommation dans sa version initiale, issue des travaux dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire. Au cours des examens successifs à l'Assemblée comme au Sénat, vous avez pu constater, monsieur le ministre, l'intérêt de nombreux parlementaires pour votre texte. Alors que notre pays connaît un contexte économique fortement dégradé par la baisse du pouvoir d'achat, la baisse de la consommation, la stagnation du chômage et la nécessité absolue de maîtriser les dépenses publiques, vous avez eu le courage de nous proposer un projet de loi à la fois ambitieux et pragmatique. Votre texte, monsieur le ministre, permettra de réduire les poches d'inefficacité économique, d'améliorer la régulation des rapports économiques entre les agents et de favoriser une consommation plus durable, plus équitable et plus respectueuse des droits des consommateurs. Globalement, le projet de loi issu de la CMP est équilibré. Au total, votre projet de loi comporte aujourd'hui 171 articles et une majorité d'entre eux auront des répercussions concrètes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Pour la Commission des affaires économiques, ce sera probablement l'un des textes importants de cette législature. Nos séances parfois tardives en commission et dans l'hémicycle ont donné lieu à des échanges nourris, passionnés, parfois un peu heurtés, mais toujours courtois et sereins. Le travail des parlementaires de tous les bancs de notre hémicycle a permis d'intégrer des améliorations significatives. Au nom du groupe RRDP, je tiens à saluer la participation constructive de tous les députés qui se sont emparés du texte. Leur contribution a été utile et je remercie également les 2 rapporteurs pour leur ouverture, leur écoute. Renforcement de l'information et de la protection des consommateurs, c'est donc l'un des volets majeurs de ce projet de loi. À cet égard, parmi les principales mesures qui étaient attendues depuis longtemps et qui feront date, la procédure d'action de groupe est certainement la plus emblématique. Monsieur le ministre, avec les modalités que vous avez choisies et que l'examen parlementaire a enrichies, je pense en particulier à la procédure d'action de groupe simplifiée adoptée par un amendement du rapporteur, notre collègue Razi Hamadi, l'introduction de l'action de groupe dans le droit français apporte la possibilité d'une réparation des préjudices économiques tout en échappant au risque de tomber dans les dérives de la judiciarisation de la vie des affaires. Deuxième mesure emblématique qui fera date car elle a été proposée par de nombreux députés et sénateurs de tous bords depuis plusieurs années, la mise en place du registre national des crédits aux particuliers, le fameux fichier positif auquel vous tenez tant, monsieur le ministre. Vous connaissez les doutes et les réserves des députés comme des sénateurs radicaux de gauche sur l'efficacité de ce fichier positif. Certes, peut-être, il permettra d'éviter le crédit de trop, il responsabilisera les prêteurs et permettra de mettre fin aux comportements irrationnels, souvent médiatisés, de ceux qui, plongés dans une situation de détresse, souscrivent 10, 15 ou 20 crédits. Avec ce fichier, des cas minoritaires de surendettement liés à l'excès de crédit seront sûrement évités. Ce seront autant de drames humains en moins. Mais ne pouvions-nous pas répondre à ces problématiques par d'autres moyens plus adaptés? Les députés radicaux sont convaincus que les mêmes réponses et les mêmes avancées positives auraient pu être apportées par des moyens plus simples, moins coûteux et surtout plus proportionnés. Ce fichier sera lourd, complexe, long à mettre en place et potentiellement attentatoire aux libertés publiques. Pour vérifier la solvabilité réelle de l'emprunteur, nous avions présenté des amendements visant à conditionner l'octroi de crédit à la consommation à la présentation de derniers extraits bancaires. Il nous semble que cela aurait permis d'appréhender véritablement le reste à vivre par l'examen de la différence entre les revenus et les dépenses contraintes récurrentes. Nous aurions pu également encadrer plus durement les conditions d'acceptation du crédit par des mesures comme la déliaison entre la carte de crédit et carte de fidélité, la limitation du crédit renouvelable ou l'interdiction du crédit sur le lieu de vente. Beaucoup de mesures de ce type auraient sûrement constitué des réponses plus simples,
moins attentatoire aux libertés publiques et moins coûteuse. Je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que nous pourrions faire avec les 500 à 700 millions d'euros que coûtera ce fichier pour toutes les personnes en situation précaire ou surendettées. Je reste convaincue que cet argent aurait été plus utile pour développer des actions d'accompagnement auprès de ces personnes en très grande difficulté. Je pense notamment aux actions déjà conduites par les associations qui accompagnent les personnes en situation de précarité. Elles en auraient bien besoin car elles sont de plus en plus sollicitées. Je pense aussi à la désignation d'un référent social en cas de dépôt d'un deuxième dossier de surendettement auprès de la Banque de France afin de ne pas laisser ces personnes dans le désarroi ou encore à l'ouverture de l'accès au prêt à taux zéro. Dans leur immense majorité, les personnes surendettées sont d'abord victimes d'un manque de ressources. Elles ont avant tout besoin d'aide, de pédagogie et d'accompagnement personnalisé. Cela dit, nous n'en faisons pas une question de principe et nous prenons acte de votre choix, de votre détermination, Monsieur le Ministre, pour la mise en place de ce fichier, en espérant que le dit fichier se relèvera aussi efficace que vous le prétendez ou en tout cas que vous le souhaitez. Au-delà de ces mesures dont l'histoire retiendra qu'elles ont été introduites dans notre droit par la loi Hamon, votre texte comprend de multiples dispositions très utiles dans de nombreux domaines. Il instaure l'extension du délai de rétraction, un allongement important de la durée de présomption d'antériorité du défaut de conformité, la qualité et la transparence de l'information pour les plats servis dans la restauration, avec la mention fait maison. Au sujet du fait maison, je tiens à vous dire notre satisfaction que la CMP ait abouti à un accord. Ensuite, le régime des appellations géographiques protégées est étendu aux biens non alimentaires et la traçabilité des ingrédients de plats cuisinés est imposée. Il rééquilibre en partie les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en revenant notamment sur l'encadrement législatif des délais de paiement. Le texte améliore également le régime des clauses abusives et ouvre un droit de résiliation infra-annuel des contrats d'assurance. Enfin, il augmente le champ d'action et les pouvoirs de sanction de la DGCCRF. Mais, Monsieur le Ministre, je veux traduire ici l'inquiétude de vos directions départementales, car on peut se demander si toutes les mesures nouvelles et les contrôles nouvelles qu'on préconise au travers de la loi, est-ce qu'ils seront en état de pouvoir les mettre en œuvre tant leurs moyens sont aujourd'hui limités. Aujourd'hui, la DGCCRF n'est déjà pas en mesure d'assurer la mise en œuvre des missions qui lui sont conférées par le législateur. C'est d'ailleurs un point soulevé dans le rapport annuel de 2014, puisque la Cour dénonce l'insuffisance des contrôles sanitaires. On ne peut s'empêcher de faire une relation de cause à effet entre et s'interroger sur l'effet induit de la fusion de la DSV et de la DGCCRF sur effectivement cette insuffisance des contrôles sanitaires. En tout cas, c'est une question que je pose. Nous n'avons cessé de vous le répéter. Le groupe RRDP réclame non pas une sanctuarisation des crédits de la DGCCRF, mais une véritable augmentation à la hauteur des enjeux. Sans quoi, les missions de protection économique des consommateurs ne pourront plus être assurées de manière efficace et pérenne. Au cours des 5 dernières années, la DGCCRF est passée de 3 500 à 3 000 agents, dont 350 agents de terrain en moins. Dans certains départements ruraux, notamment les Hautes-Pyrénées, ils sont une poignée pour une charge de travail qui ne cesse d'augmenter. Ainsi, pour les Hautes-Pyrénées, les effectifs sont passés de 15 en 2009 à 8 aujourd'hui. Même si cela relève de la loi des finances, je profite de ce débat pour vous dire que nous devons augmenter et redéployer les effectifs là où ils sont nécessaires. Pour conclure, en dépit de quelques points précis sur lesquels nous avons des divergences d'opinion, je tiens à vous dire que je crois à la réussite de votre projet de loi, Monsieur le Ministre. Il s'agit donc bien d'une réforme structurelle de l'économie française visant à rééquilibrer et à rendre plus équitables les relations économiques. Et je sais combien notre collègue Annie Leloc a beaucoup participé. Cette nouvelle régulation économique renforcera la confiance et stimulera la croissance. Une régulation économique efficace et un cadre juridique clair et protecteur sont utiles pour apporter des réponses aux difficultés quotidiennes de nos concitoyens et en particulier des plus fragiles. Les députés
du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sont convaincus que ce projet de loi y parviendra et pour cette raison, et malgré les quelques réserves évoquées, nous le soutiendrons très favorablement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.